Bonjour, ici Jessica Savoie et bienvenue au balado La Pause Santé Vitalité où on parle des enjeux qui vous touchent avec des experts de chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne dont je suis moi-même une grande admiratrice. Dr Jules Cormier est médecin à l'unité de médecine familiale de Dieppe, mais aussi chirurgien de la peau, nutritionniste, athlète, podcasteur et triple finaliste des championnats mondiaux de Ninja Warrior. Tout ça dans une seule même personne. Merci de vous joindre à nous, Dr Cormier. Merci de m'inviter. On peut vous décrire comme un fervent défenseur du mode de vie et des régimes à base de plantes. Vous aidez des patients et votre public à faire des choix éclairés pour vivre mieux et plus longtemps et avec plus d'énergie. Est-ce qu'on peut vous décrire comme un influenceur en santé? Un influenceur. J'aime pas beaucoup le terme influencer. Je file que tu vois pas nécessairement les intentions en arrière de la mission quand ce que tu parles du mot influ. Surtout, mon but, c'est pas d'influencer les gens, mais genre de les apporter à réfléchir sur études des petites affaires qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs habitudes de vie dans le but de vivre plus longtemps puis de vivre mieux pour plus longtemps. Puis là, on parle d'influenceurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête de voir tous les influenceurs qui donnent tout leur avis sur la nutrition, la santé sur l'Internet? Oui, puis, tu sais, au début, je m'avais promis que je ne deviendrais pas la police du contenu des autres que les gens publient en ligne. Mais finalement, c'est comme je reçois beaucoup de questions, beaucoup de questions de mes patients, beaucoup de questions. Hey, j'ai lu ça en ligne, qu'est-ce que t'en penses? Finalement, j'ai comme hérité ce rôle-là. Mais oui, c'est frustrant parce que dans le fond, tout le monde a une voix. Puis je pense que quand tu as plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement la formation ou l'expertise d'un certain domaine, ça va diluer la vraie information donnée sur des données probantes, basée sur des données probantes. Puis dans le fond, le patient qui consomme cette information en ligne, il va croire la personne qui a de l'air confiante, puis imposante, puis qui parle avec beaucoup de conviction. Et donc, souvent, c'est ça. On peut aller sur Internet et trouver deux messages complètement contradictoires. Puis, il y a des gens en ligne qui disent complètement l'opposé de moi. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est Jules Cormier qui est correct puis pas l'autre personne qui a 1 million de followers? Mais en tout cas, j'ai passé les dernières années, les derniers 3 ans à essayer de bâtir cette crédibilité-là puis d'aller acquérir les connaissances que ça prend pour être capable de backer, si tu veux, ou de défendre tous les points que je fais. Là. Ça prend vraiment quand même un background pour être capable de donner des conseils aux gens. Puis ça, qu'est-ce qui vous a apporté là dans votre travail? Comment votre travail de médecin vous a apporté à devenir podcasteur, donner des conseils? Je vais essayer de résumer une longue histoire, mais dans le fond, quand j'ai gradué en 2007, le centre de formation médicale a ouvert pas longtemps après. On m'a demandé, parce que j'étais un gars actif, qui, jouait beaucoup de sport, voir si que je voulais enseigner le cours d'habitude de vie. Et donc, le cours d'habitude de vie au centre de formation, c'est un cours basé sur, on va parler de nutrition, d'exercice, on va parler de saines habitudes, comment encourager les patients à réduire leur consommation d'alcool ou de tabagisme. Puis dans le fond, je filais vraiment comme connecté avec cette matière-là. Je filais comme si j'étais en train de pratiquer une genre de médecine qui était alignée avec mes valeurs. Ceci étant dit, ça genre comme la puce à l'oreille. C'est que cette médecine-là, ça se pratique. Pas longtemps après, j'ai venu relativement malade. Puis par relativement malade, j'ai tout un des défis avec l'asthme, l'eczéma, le reflux. J'avais des migraines induites à l'effort. J'avais l'urticaire chronique idiopathique. Bon mot médical pour dire j'ai des éruptions sur la peau de cause inconnue depuis toujours. OK. Urticaire chronique idiopathique, c'est quelque chose qu'on appelle des spots de la peau quand on ne sait pas pourquoi c'est là malgré tous les tests. Puis ça a comme venu à évoluer dans le cas relativement plus grave qu'on appelle l'angioédème. L'angioédème, c'est genre le visage va d'enfler. Puis j'ai eu 4 épisodes soudaine, non provoquée, de enflure au visage. La 4e épisode m'a mis à l'hôpital. Puis on peut décrire ça comme une crise similaire à une crise anaphylactique. Sur une crise anaphylactique, les gens vont manger des arachides ou des... Avoir une réaction. C'est ça. Ben, dans le fond, j'ai eu une réaction pratiquement identique à ça. Puis c'est ce temps-là que j'ai eu le diagnostic de angioédème cholinergique. C'est aussi appelé en anglais Exercise-Induced Anaphylaxis. J'ai parti avec un épipène, puis j'ai été dit que, dans le fond, fais attention si tu fais trop d'exercice parce que
c'est déclenché par des changements abrupts, rapides de ta température corporelle. Ah. Puis dans le fond, les gens qui me connaissent savent que je suis un athlète de jeune âge, puis je m'en souviens d'être médicamenté, de prendre des doubles doses d'antihistaminiques, de prendre une combinaison de médicaments, puis d'être dit, gars, si tu as quand même des symptômes, malgré ça, j'avais quand même des symptômes à tous les jours, de juste augmenter la dose. Mais là, j'étais comme, je prends comme le double de la dose maximale. Puis on me disait, tu peux en prendre un petit peu d'autre si tu te sens pas trop mal. Là, je pensais, il faut qu'il y ait une autre solution. Dans le fond, imaginez, ça, c'était au début de ma pratique, j'ai vécu presque 10 ans avec ça, jusqu'à ça que ma plus vieille fille, Zara, qui a maintenant 12 ans, a été diagnostiquée avec une allergie aux protéines bovines, puis avec l'eczéma qui surinfectait, elle était mise sur des antibiotiques, elle était suivie en dermatologie, puis elle a commencé à avoir les mêmes urticaires, les mêmes rashes que moi. Puis là, je pensais comme, c'est-tu vrai que ma fille, comme pauvre elle, on a un petit bébé qui a moins d'1 an, qui a déjà des conditions médicales comme son père. Puis c'est là où une diététiste m'a dit, as-tu déjà considéré de couper le bœuf et les produits laitiers dans ta diète, puis dans la diète de ta conjointe qui allait, puis dans la diète de ta petite fille? Puis pas que j'ai minimisé, j'étais au courant qu'il y avait la possibilité d'avoir des allergies aux protéines de lait, on apprend ça à l'école. Mais on n'apprend pas qu'il y a peut-être un lien avec l'urticaire, puis peut-être un lien avec mes allergies, puis mon nez qui coule, puis mon reflux, puis mon asthme. Puis je pense comme sûrement que si c'est vrai, je l'aurais appris à l'école de médecine. On va à l'école pour 10 ans, puis on n'apprend pas ça. C'est bon, j'ai même pas appris ça quand j'ai enseigné mon cours d'habitude de vie. Dans le fond, on a commencé à lire la littérature scientifique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'études qui faisaient un lien entre certaines protéines animales, entre des produits laitiers, puis que vraiment, il y avait de la bonne science sur à quel point que la nutrition pouvait modifier des maladies chroniques. Et donc, j'ai décidé d'aller sur la transition vers un régime à base de plantes. Au fil de 12 à 18 mois, j'ai fait ma transition. Au 3e mois, après 10, 12, 15 ans d'avoir des symptômes quotidiens, 3e mois, j'avais plus rien. J'avais plus d'éruption. J'allais dans la douche, je sortais avec de l'urticaire. J'allais dehors, je sortais avec de l'urticaire. Je faisais l'exercice, mon urticaire s'exacerbait. Si j'allais trop intense, là, il y avait comme une mini panique. Je vais-tu avoir ma 5e crise d'angioïdème? La 5e, vas-tu me tuer? Je ne sais pas. Ça touchait tous les aspects de votre vie, là. Je m'en rappelle encore, j'étais à une rencontre, une vidéoconférence au centre de formation médicale, puis je suis en train de cogner des clous. Puis ma collègue a comme fait tu t'endors. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais dans le temps sur 2 différents antihistaminiques à double dose pour essayer de maîtriser des symptômes qui ne se maîtrisaient pas. Puis je veux pas dire que c'est mon aha moment, parce que le vrai aha moment a eu lieu quand Zara, ma plus vieille, a été diagnostiquée avec ces mêmes conditions-là. Mais dans le fond, j'ai fait ma transition au 3e mois, plus d'urticaire. J'ai fait l'exercice, plus d'urticaire. J'étais comme, c'est-tu vrai que je peux sevrer mes médicaments? J'ai continué à augmenter progressivement le pourcentage de mes calories qui étaient de plantes entières. Puis en dedans d'1 an, 1 an et demi, j'ai tout arrêté mes médicaments, j'ai arrêté mes pompes, j'ai arrêté mes crèmes, j'ai arrêté mes sprays dans mon nez, j'ai arrêté mes inhalateurs pour mon asthme. J'ai jamais pris d'autres antihistaminiques depuis ce temps-là. Puis c'était comme changement drastique-là a été vu chez moi, puis chez ma plus vieille fille aussi. Puis c'est fou parce qu'une fois que tu creuses vraiment dans la littérature scientifique, il y en a une tonne. C'est pas genre comme j'ai lu 2 articles, là. C'est genre il y a une tonne d'articles scientifiques qui montrent qu'un régime à prédominance de plantes améliore la santé en aigu et prévient les maladies chroniques, peut-être même les renverse. Pour les gens qui ne le savent pas, en 2019, le Guide alimentaire canadien a fait un update complet. Il a enlevé les produits laitiers puis le groupe viande et substituts du Guide alimentaire parce qu'on n'a pas assez d'études scientifiques qui justifient vraiment d'avoir ces 2 aliments-là comme des groupes. Puis, dans le fond, si tu regardes le Guide alimentaire canadien, c'est un guide alimentaire à 75% plant-based, 25% protéines. Puis de ces protéines-là, il y a maintenant une mention d'essayer de favoriser des protéines végétales. Tout dans le fond, on ne l'appelle pas un régime plant-based parce que les gens n'aiment pas le terme.
plant-based. Parce que là, c'est devenu presque un terme de marketing. Hein? Des saucisses au Tim Hortons peuvent être plant-based. Du junk food peut être considéré plant-based. So, en tout cas, ma conjointe m'a dit, Jules, c'est assez incroyable ton histoire. Tu devrais peut-être ouvrir une page Facebook puis juste donner des conseils de nutrition. Pas essayer de convaincre les gens d'aller plant-based. C'est pas pour tout le monde. Mais commencer à leur donner des conseils là-dessus. Puis ça, j'ai commencé ça plusieurs années passées. Puis depuis ce temps-là, j'ai été chercher une formation. Maintenant, l'Université Guelph donne une certification en nutrition à régime de plantes. So, j'ai fait cette certification-là. J'ai fait une certification avec eCornell, le T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, qui est un evidence-based programme basé sur des preuves scientifiques de nutrition à base de plantes. Même chose avec un autre organisme, Doctors for Nutrition. Puis, je viens de finir ma dernière certification avec le American College of Lifestyle Medicine. So, ça, c'est une spécialité reconnue aux États-Unis sur toutes les saines habitudes de vie, puis comment l'intégrer dans une pratique médicale. Parce que je pense que les médecins ne se sentent pas nécessairement outillés pour le faire. Puis le système n'est pas bâti nécessairement pour l'intégrer facilement à une visite de 10, 15, 20 minutes avec ton patient. Et donc, cette plateforme-là m'a donné un petit peu de crédibilité. Je ne veux pas dire crédibilité, je veux dire comme momentum. Ça m'a donné du vent dans les voiles. Puis, tu sais, là, promouvoir ma mission, ma vision des choses aux résidents. J'ai une position privilégiée au centre de formation médicale puis à l'unité de médecine familiale. J'ai accès facile aux étudiants puis aux résidents. Puis, c'est pas encore 100% garanti, mais jusqu'à cette heure, on a passé à travers de 95% des barrières pour avoir un programme ou un curriculum de médecine de mode de vie intégré à la résidence. Parlez-nous un peu de la médecine de mode de vie. C'est quoi la médecine de mode de vie? So, la médecine de mode de vie, c'est si qu'on irait et on garderait la littérature scientifique. On dirait, OK, on met de côté nos opinions, puis nos croyances, puis nos valeurs. Puis on se base sur les niveaux de preuve les plus élevés, les meilleures études sur le plus de patients. Puis ensuite, on essaie de définir c'est quoi un régime alimentaire sain. Pas juste sain, mais optimal. Le régime qui a été démontré de réduire le plus le risque de maladies chroniques, même dans certains cas, renverser les maladies chroniques, c'est un régime à prédominance de plantes. Et donc, la médecine du mode de vie, c'est où ce que on se sent à l'aise avec les recommandations en termes de nutrition, exercice, la santé du sommeil, l'hygiène du sommeil, la gestion de stress, par exemple, puis aussi la psychologie positive. Puis comment est-ce qu'on fait pour prendre ça puis la marier avec la médecine moderne qu'on connaît? Au jour d'aujourd'hui, c'est qu'un patient vient voir un docteur avec un problème de cholestérol. On va lui donner un médicament. Ben, c'est parce que c'est ça qu'on connaît, hein? Oui. Puis on va utiliser les outils qu'on se sent compétent avec. Mais il faut aussi que le patient soit prêt à faire des changements. Puis peut-être que ça n'arrive pas toujours aussi. Ça doit être difficile de changer les habitudes d'un patient qui a toujours mangé un steak avec des patates pour souper. 100%. Puis, complètement d'accord. Puis, où est-ce que la formation en médecine de mode de vie a un volet processus de changement, entrevue motivationnelle. Le but, c'est qu'on a à peu près 10-15% des patients qui sont prêts à faire des changements pour améliorer leur santé. Mais le problème, c'est qu'on les identifie pas, ces gens-là. Ils viennent dans les bureaux, puis là, ils s'en vont frustrés que mon docteur veut juste me mettre sur des pilules. Parce que ce patient-là, c'est qu'on peut l'identifier. Puis ensuite, on l'identifie, ce 10-15%-là, puis là, le médecin a des outils pour lui qui sont basés sur des preuves. La formation médicale moderne est excellente, puis des avancements en technologie, puis en médicaments, puis en pharmacologie, c'est ça. En imagerie médicale, c'est incroyable. Mais je fais des sondages quand je donne des cours, puis il y a encore pas de gens la plupart des médecins professionnels de la santé savent pas la différence entre un gras saturé et un gras insaturé. Ils savent pas qu'est-ce qu'est un index d'oméga 3. Ils savent pas le ratio d'oméga 3 à oméga 6 qui est basé sur des preuves de promouvoir la santé à son maximum. Puis c'est correct, parce qu'on n'apprend pas ça en médecine. Et dans le fond, moi, ma mission, c'est d'apporter cette formation-là, puis ces connaissances-là, ces compétences-là à un médecin. Pour si que le patient demande, y a-t-il pas de quoi que je peux manger
pour réduire mon cholestérol, réduire ma pression, réduire mon inflammation parce que j'ai du lupus ou de l'arthrite rhumatoïde, améliorer ma colite ulcéreuse, mon Crohn, que le médecin se sente équipé de faire ça. Puis là, les gens vont dire, ben, il y a des diététistes pour ça. Puis le premier contact avec le médecin de famille est souvent le seul contact qui se fait avec le système de santé. Puis quand ça fait 15 ans qu'on suit le même patient, puis on suit ses enfants, puis on suit ses parents, puis on connaît le nom de son chien, cette recommandation-là de « Hey, tu devrais peut-être manger des graines de lin plus souvent dans ta semaine. Y a-tu un repas où tu peux intégrer des protéines végétales? Puis tu peux personnaliser ta recommandation. » C'est comme, faut pas manquer ce moment-là quand ce qui se présente. Hein? Ouais. Puis dans le fond, je suis pas en train de prétendre que, tu sais, on va manger des légumes puis que le bras cassé va se guérir, là. Mais il reste que 80% ou plus. Je crois que les statistiques sont 60% au Canada et 80% aux États-Unis. Des coûts du système de santé sont pour manager, gérer nos maladies chroniques. Qui pourraient être évitées avec la nourriture. Hein. Qui sont des maladies qui absolument peuvent répondre à une intervention de nutrition, un programme d'exercice pour les gens qui veulent le faire, améliorer la santé au niveau du sommeil, la qualité puis la quantité du sommeil, expliquer des conseils bien simples pour que les gens comprennent pourquoi le sommeil est important. Puis, c'est comme je dis, je prétends pas qu'on va tout miraculer la société avec des changements d'habitude de vie, mais si qu'au moins on peut créer une culture de prévention en médecine moderne, où ce que les gens ont des outils quand ils rencontrent des patients qui veulent une intervention avant le médicament, je pense qu'il y a 10-15% des patients qui vont être vraiment contents. Là. Puis il faut dire aussi qu'on a comme une drôle de relation avec la nourriture, comme société, puis depuis l'industrialisation des années 50 où on mange des plats déjà préparés, plein de calories, super salés, puis on pense que c'est bon pour la santé, où on est pressé, puis on veut faire la nourriture à nos enfants vite fait sur le coin d'une table, puis on a été un peu habitués comme ça. Comment qu'on fait pour changer la relation qu'on a avec la nourriture en tant que société? Ça doit pas être évident. C'est quelque chose qui va se faire sur une longue période, probablement. 100%. Puis la première, je pense, tentative de changer cette culture-là était le Guide alimentaire canadien, hein, qui a recommandé la moitié de l'assiette est des fruits et des légumes, 25% est des grains entiers, 25% est des produits à base de protéines, avec une emphase sur des protéines végétales. C'est-à-dire, faut garder en tête que si on regarde au Canadien moyen, 60% de ses calories proviennent d'aliments ultra transformés, 30% des calories moyennes quotidiennes du Canadien moyen viennent des produits animaux, puis 10% viennent de plantes entières. C'est-à-dire, plantes entières, les gens, je parle pas de salade, là. Je parle des fruits, des légumes, des légumineuses, des haricots, des pois chiches, des lentilles, des produits à base de soya, du tofu, des grains entiers, des noix puis des graines. Des plantes entières, c'est dans le fond des plantes qui sont minimalement transformées, qu'on les consomme dans leur version aussi proche de la manière que Mother Nature, Mère Nature les a créées. Okay? C'est aussi qu'on regarde la recherche scientifique. Les outcomes optimales en termes de réduction de risque de toutes les maladies chroniques. Maladies cardiovasculaires, cancer, maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, hypertension, diabète, cholestérol, diverticulite, cataracte. Si on regarde, qu'est-ce que ça semble le régime parfait pour réduire à son maximum l'incidence de ces maladies-là? C'est un régime qui contient 80% de calories de plantes entières, puis 20% de n'importe quoi d'autre. Il y a un écart quand même assez important. C'est ça. Le problème n'est pas nécessairement l'aliment ultra transformé. Le problème est le dosage. Le problème, c'est que 60% de nos calories proviennent d'aliments ultra transformés qui ont perdu leurs vitamines, qui ont perdu leurs minéraux, qui ont perdu leurs fibres, qui ont des glucides transformés qui se font absorber hyper rapidement. Des aliments créés dans un laboratoire. Donc, ça veut dire que vous mangez des Oreos de temps en temps? C'est ça. Les gens font des fois pas la différence entre un régime plant-based puis un régime végétalien ou vegan. Donc, un régime à base de plantes ou plant-based, c'est un régime qui décrit qu'est-ce que tu manges. Puis un régime végétalien ou vegan, c'est un régime qui décrit qu'est-ce que tu manges pas. OK. Right? Un régime à base de plantes. Les gens qui disent « je mange plant-based », ils te décrivent qu'ils mangent une alimentation
qui est majoritairement à base de plantes entières minimalement transformées. Les gens qui disent « je mange une diète vegan ou végétalienne », ils disent « je mange pas de produits animaux ». Puis dans le fond, être vegan, c'est une philosophie éthique. Tandis qu'un régime à base de plantes, c'est une philosophie de santé. Hein? Je comprends. Il y a vraiment deux... Puis les gens, ils mélangent ça, hein, parce que là, des Oreos, c'est vegan. Des Oreos... Puis c'est là que le terme peut être abusé. Hein? À cette heure, ils mettent plant-based sur des shampoings. Ils mettent plant-based sur des saucisses. Ils mettent plant-based sur des aliments ultra-transformés plant-based. C'est pour ça que les gens viennent complètement perdus. Là. L'air est pollué, la nourriture. Là, on sait plus... On sait plus des fois. On veut améliorer notre santé, mais on a l'impression que tout est problématique. Comment on fait pour se démêler dans ce monde-là? Ben, puis c'est là où je pense que les compagnies, si tu veux, ils profitent de cette confusion-là. Ah, yes, le guide alimentaire a été plant-based, on va mettre plant-based sur nos Oreos. Parce que c'est la mode. Parce que c'est la mode. C'est là, juste parce qu'il n'y a pas de produit animal dans une Pepsi ou dans des frites, ne veut pas nécessairement dire que c'est santé. Là, c'est bon pour la santé. Puis il faut faire cette nuance-là où ce que les gens ils assument que plant-based, ils disent « toutes les viandes plant-based, c'est tout ultra transformé ». Oui, ben c'est pas ces aliments-là qui sont étudiés dans la littérature. Là. C'est pas ces aliments-là à quoi on fait référence quand on essaie de décrire que ça ressemble à une alimentation saine. Là. Puis quand quelqu'un veut commencer à peut-être explorer la façon c'est une nouvelle façon de se nourrir, plus santé, tu sais, des fois, on sait qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain, on va se décourager, il faut y aller de façon progressive, ajouter un aliment de temps en temps, mais tu sais, des fois, on a l'impression qu'en ajoutant si on décide de prendre notre dîner puis tous nos dîners sont végétariens, par exemple, on a l'impression que ça fait pas une si grosse différence sur notre santé, mais ça fait une grosse différence, ces petits changements-là, à la fin. Absolument. Pour les gens qui disent « OK, moi, je vais aller... Docteur Cormier, j'ai écouté ton podcast, ton vidéo, tu m'as convaincu, je veux aller plant-based. » Je leur dis « Non, fais pas ça. Fais pas ça parce que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est on a vu ça arriver, le défi qu'on a vu avec le nouveau guide alimentaire, c'est que les gens ont dit « Oh, le gouvernement canadien a enlevé le groupe viande et substituts, et donc moi, je coupe la viande rouge dans ma diète. » Mais qu'est-ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il faut que tu aies une approche de qu'est-ce que j'ajoute à mon assiette, plutôt de qu'est-ce que j'enlève de mon assiette. Parce que si que tu obtiens 90% de ton fer, puis 50% de tes protéines de viande rouge, puis tu décides de couper les viandes rouges, il faut vraiment que tu aies un plan en vue de comment tu vas remplacer ces nutriments-là. Puis on voit la même chose avec les produits laitiers. C'est devenu à la mode de couper les produits laitiers. Ben c'est juste bien, c'est que tu le remplaces par de quoi qui vient compenser. La plupart des gens obtiennent 70% de leur calcium dans du lait de vache. Et donc, c'est qu'ils disent, moi, je coupe les produits laitiers. Où est-ce que tu prends ton calcium maintenant? C'est un projet de vie, là, changer son alimentation. C'est pas juste une décision qu'on prend. C'est quelque chose qui se réfléchit. On doit avoir un plan. On doit savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tous les régimes alimentaires, à moins qu'ils sont vraiment planifiés, mettent les gens en risque de déficience. Le régime canadien standard de 60% ultra-transformé, 30% produits animaux, 95% de la population ne consomme pas l'apport minimal en fibres, puis la consommation moyenne est 14 grammes quand les recommandations sont de 25 à 30. So, on manque le fibre de loin. Mais si tu dis, je vais aller sur un régime à base de plantes, puis que tu n'as pas une belle variété, puis c'est pas planifié, ben où est-ce que tu prends ton calcium, où est-ce que tu prends ton fer, où est-ce que tu prends tes protéines? Et donc, ma mission, c'est vraiment d'enseigner aux gens que le régime à prédominance de plantes, qui est décrit dans la littérature comme étant capable de renverser, traiter, puis de prévenir des maladies chroniques, c'en est un qui est bien planifié, puis qui est varié, puis qui est étudié, puis qui est... les gens font une transition de manière responsable. Hein? Comme j'ai dit, que les gens focusent seulement sur qu'est-ce que je coupe. Ils vont couper des nutriments qui sont vraiment importants, puis ils vont peut-être pas les remplacer ailleurs. Là, ils vont souvent les piger on voit ça beaucoup, les produits naturels ou les suppléments santé sans nécessairement avoir un conseil d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'aller voir si on en a réellement besoin. Ça, est-ce que c'est un problème dans la société où on est actuellement? Je suis d'accord avec la supplémentation personnalisée quand il y a des déficits dans la diète. Mais le problème, c'est que les gens font de la supplémentation à l'aveugle. Okay? On le sait que les gens qui supplémentent des hautes doses de vitamine E, ils le font pour des bonnes intentions. Mais les études montrent que ça augmente la mortalité.
Les gens qui arrivent avec un sac de Sobeys de 400 $, puis je donne l'exemple là parce que j'en ai parlé sur ma page, 400 $ de supplément. Ça, c'est pas être en santé. C'est pas de la nourriture, là. C'est ça, exactement. Puis, c'est sûr que les gens vont vouloir changer qu'est-ce qui crée le moins de friction avec leur vie. So, c'est beaucoup plus facile de prendre un supplément que de dire je vais aller faire de la recherche, puis m'éduquer, puis... Ou m'apprendre à manger des légumes que je suis pas familière avec, par exemple. C'est difficile de s'habituer à manger. Quand on est adulte, surtout, là, nos enfants, on les oblige à manger leur brocoli, mais quand on est adulte, il y a personne qui nous oblige à manger nos brocolis. Hein. C'est une responsabilité individuelle. Puis, c'est pour ça que je pense que l'important, c'est de voir c'est où les gens se situent sur le spectrum du changement. Parce qu'il y a des gens qui sont en pré-contemplation. Ils sont juste en déni complet que améliorer leur nutrition va améliorer leur vie. Il y en a qui sont comme mon frère, ma soeur a eu des maladies, je devrais peut-être commencer à m'alimenter mieux, mes prises de sang étaient un petit peu débalancées. Puis il y en a qui sont en stade préparation-action. So, c'est sûr que il y a tellement de nuances de la recommandation parce que la recommandation que tu fais à un patient doit être personnalisée par rapport à où ce qu'il est rendu. Parce que puis là, il faut faire attention parce qu'on aime les gens motivés en médecine. On aime les gens qui veulent changer, mais des fois, on n'est pas outillé à les aider à changer. Puis quelqu'un qui va aller sur un régime santé en pas de temps puis qui va augmenter leur consommation de fibres trop rapidement, ben dans 2 jours, il va regretter parce qu'il va avoir des ballonnements, son microbiome n'est pas prêt. C'est un petit peu comme aller au gym puis lever du gros poids quand tu n'as jamais été au gym. Si tu vas sur une alimentation drastiquement plus saine ou différente que tu es habitué de consommer, tu vas avoir des effets secondaires. So, mes plateformes sur les médias sociaux sont vraiment pour éduquer les gens sur comment le faire, puis comment le faire lentement, tranquillement, pas vite, d'une manière qui est soutenable. Parce que vous avez dit que ça vous a pris à peu près 12 à 18 mois. C'est ce que j'ai bien compris avec votre femme. Vous avez dû voir des changements. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que vous êtes quand même un médecin, vous connaissez les conséquences de mal manger, fait que vous étiez pleinement consciente de ce que vous viviez. Comment vous l'avez vécu en tant que médecin, ce changement-là? Ça donne que je donne le cours de processus de changement aux résidents, puis je m'ai tout le temps dit, malgré que je suis une personnalité relativement intense, que je veux dire par ça, c'est que tu me montres des études scientifiques qui réussissent vraiment à me convaincre, j'ai tendance à agir là-dessus, OK? Mais j'ai reconnu que dans changer ma nutrition, il fallait pas être intense. Il fallait être vraiment, vraiment discipliné pour aller très lentement. Un de mes premiers changements, c'était genre comme, OK, je vais arrêter de manger la viande rouge, puis je vais switcher vers Beyond Meat Burger, qui est des genres de comme une alternative aux viandes. Mais je savais que c'était pas la fin du chemin avec moi parce que les gens vont dire, ben, c'est super transformé, c'est ultra processed. Oui, je suis d'accord. Mais les gens vont considérer ça comme un stepping stone food. Donc, une transition, un aliment de transition. J'ai changé mon lait dans mon gruau du lait de vache à du lait de soya. Puis, dans le fond, mes repas semblaient la même chose. J'ai mis des haricots noirs au lieu du hamburger dans mon chili. Dans le fond, je mangeais quand même les mêmes recettes, mais je faisais des petits changements. Puis à chaque mois, j'ajoutais un autre changement. Et donc, en dedans de 12 à 18 mois, j'avais fait une douzaine de changements, puis je me trouvais sur une diète 100% whole food plant-based ou à prédominance de plantes entières. Puis il doit y avoir un moment donné dans votre développement où vous avez commencé à avoir peut-être plus d'énergie, d'être plus concentré au travail, puis de voir une différence. Puis là, ça devient comme motivant à continuer aussi. Il faut juste se rendre à cette étape-là où on commence à voir des changements. C'est ça. En dedans du premier 6 à 8 semaines, qu'est-ce que les gens vont remarquer? Après comme 1 mois et demi, 2 mois, si leur papille gustative, le sens du goût, revient à sa normale. Je suis pas surpris que les enfants trouvent qu'une pomme ou du brocoli goûte pas bon. C'est qu'ils mangent des Fruit Loops pour déjeuner. Hein? Qu'est-ce que ça fait manger des fruits? Expliquez-nous qu'est-ce que ça... Si on a une grosse charge de glucides simples ou de sucre simple dans notre diète, OK? Les aliments naturellement sucrés comme une bleuette ne goûtent pas sucré. Et donc, ça goûte sûr. Ça goûte sûr. Puis, les gens peuvent peut-être comparer ça à si tu t'as brossé les dents puis tu manges une orange. Là. Mais dans le fond, on parle comme vraiment de sensibilité au niveau du goût. Hein? Les gens vont dire que nos papilles gustatives viennent dumb down. Ils viennent désensibiliser, c'est le terme médical. Ça revient en date de 6 à 8 semaines.
on voit, dans 2 à 3 mois d'un régime à base de plantes entières, les paramètres d'inflammation baisser. On les mesure dans le sang. On a en masse de littérature scientifique qui montre que les paramètres qu'on mesure, CRP, interleukine, TNF-alpha, des paramètres dans le sang qu'on mesure l'inflammation, ils chutent après s'alimenter comme il faut. Et donc, l'énergie des gens vient mieux, ils ont moins de douleur, leur tension artérielle baisse, leur cholestérol baisse parce que naturellement, tu augmentes ta consommation de fibres. Moi, je m'en ai aperçu mon 2e mois où j'ai fait un entraînement, puis j'ai dit à ma conjointe, j'ai pas de rash aujourd'hui. Wow! Ça, c'est comme, ça fait 10 ans que ça peut arriver, là. Je m'en ai aperçu que je récupérais beaucoup plus rapidement. J'avais moins mal aux muscles après mes entraînements. Puis, je pense qu'après ça, mon asthme a venu, mes migraines ont parti, ma rhinite allergique, mes écoulements nasales que j'avais à l'année, mes sprays, comme... J'ai été capable d'enlever ça en dedans de la première année de ma transition. Hein. Puis je prétends pas que tout le monde va avoir ce résultat drastique-là. C'est juste une anecdote, mon histoire. Mais quand tu as des milliers puis des milliers puis des milliers d'anecdotes similaires, puis là que ces anecdotes-là sont maintenant démontrées dans des études randomisées contrôlées, puis des études de cohorte, puis des grosses études scientifiques, c'est plus des anecdotes à cette heure, c'est des faits. C'est des faits, ouais, oui, c'est ça. Oui. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a des hôpitaux en Europe qui, leur menu est devenu un menu plant-based, à prédominance de plantes. C'est pour ça que Guelph est la première université canadienne d'intégrer une certification en nutrition à base de plantes. On va voir, puis je le promets presque que dans la prochaine 10, 15, 20 ans, ça va être adopté par beaucoup plus d'organismes, tu sais, là, comme les écoles. On souhaiterait les écoles, les cafétérias dans les hôpitaux, les programmes de nutrition. Je pense qu'à cette heure, on a assez d'études scientifiques. Il y a au-dessus de 20 000 publications par année qui sortent sur le régime à base de plantes. Puis on voit vraiment le trend de comme une réduction de presque toutes les maladies chroniques, là. Je vous entends parler de ça. Là, après 6 semaines, on a ces effets-là, 8 semaines, 2 mois. Puis ça me fait un peu penser à lorsqu'on parle de cesser de fumer la cigarette. Vous savez, après tant de temps, on a des effets, puis tant de temps. Fait qu'on peut quasiment dire que... Est-ce que c'est au même niveau que fumer la cigarette, manger de la malbouffe toute une vie? Est-ce que ça... Tu sais, dans le sens que c'est des habitudes qui sont vraiment dangereuses? Est-ce que il y a une étude qui s'appelle le Global Burden of Disease Study. Puis cette étude-là a conclu que la nutrition, la malbouffe, qui est dans le fond la nutrition du Canadien moyen, là, 60% ultra transformé, est maintenant responsable de plus d'années de vie perdue et de qualité de vie perdue que la cigarette et que les maladies communicables infectieuses comme l'influenza. Et donc maintenant, au premier rang de pourquoi on meurt plus jeune et qu'on dépense sur le système de santé, c'est une mauvaise diète qui est le facteur de risque principal. Parce que les gens ne reconnaissent pas que la mauvaise diète impacte tout. L'inflammation, les maladies inflammatoires, les allergies, ça impacte les paramètres de notre premier tueur au monde, qui est les maladies cardiovasculaires. La tension artérielle, le diabète, puis le cholestérol sont les 3 facteurs de risque principaux, tout influencés par la nutrition. 70% de notre population au Canada est soit a un surpoids ou est obèse. Et donc, la nutrition vient toucher tous les systèmes qu'on a. Hein? Puis, dans le fond, c'est comme je dis, depuis 2019, le Guide alimentaire canadien a comme enlevé les compagnies de lobbying, sur les compagnies de lobbying, les compagnies de produits laitiers, viande rouge, les grosses corporations qui étaient assises à la table, qui émettaient ces recommandations-là, ils ont été sortis. Et donc, le premier guide alimentaire entièrement basé sur des preuves scientifiques a sorti en 2019. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on a 6 autres pays qui ont fait la même chose puis qui ont émis des recommandations très similaires au guide alimentaire canadien. Donc là, on est peut-être en train de voir un peu un changement dans la société. Fait que peut-être que dans 25 ans d'ici, le système de santé pourrait être différent parce qu'on s'entend que la malbouffe, si ça crée des maladies chroniques, c'est une raison aussi que notre système de santé est engorgé. On pourrait dire que si on prendrait toute la responsabilité individuelle de prendre soin de notre santé, on pourrait contribuer à un meilleur système de santé finalement. Je pense que les gens sont conscients de ça, mais je pense que les gens se sentent impuissants face à ça. Parce que l'humain, dans toute sa complexité, est relativement simple. On va chercher des solutions rapides, convenientes, qui créent peu de friction avec notre vie. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a un Dairy Queen puis un McDo à côté des écoles. Puis c'est pas pour rien que
les gens veulent de quoi de convenient. On travaille fort, on veut se récompenser. On se sent pas bien, on veut se récompenser. On se sent bien, on veut célébrer. La nourriture fait beaucoup partie de la tradition, hein, puis de la culture. Puis je pense que c'est très personnel, hein, très personnel. Les gens, comme ça vient toucher une corde très sensible quand on critique la nutrition des autres. Tout le monde mange 3 à 5 fois par jour pour la plupart des gens. Et donc, les gens aiment pas de se faire culpabiliser de la manière qu'ils mangent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est la solution, puis je suis pas politicien, mais je pense que ça va être beaucoup plus gros que Jules Cormier faire des recommandations. Je pense qu'il y a un biais de sélection où les gens qui viennent me voir sont les gens qui veulent déjà changer. Ils se sont sélectionnés eux-mêmes, dire « je suis prêt à changer ». Souvent d'une zone de peur. Mon frère a fait un stroke, j'ai été diagnostiqué avec le diabète, je veux vraiment changer. Ben ça, c'est vraiment un moment opportun de dire « oh, on va essayer de leur donner des ressources ». C'est une fenêtre à ne pas manquer. C'est une fenêtre à ne pas manquer. Puis là, le problème maintenant, c'est qu'on a des médecins qui sont... une population qui vieillit, une population qui grossit, puis une population c'est qu'on considère l'obésité comme une maladie chronique. C'est au-dessus de 50% des gens au Nouveau-Brunswick qui ont probablement une maladie chronique, right? Puis ces gens-là sont maintenant à risque d'en développer une deuxième. L'obésité prédispose à l'hypertension, prédispose au cholestérol, prédispose au diabète. Puis c'est quelque chose comme 30% des gens ont 2 maladies chroniques. Mais le système de santé, il peut pas fournir avec ça. Puis je pense qu'on le voit, les gens qui travaillent à l'intérieur des murs du système de santé voient que c'est pas soutenable long terme. Mm-hmm. Puis je pense que il y a différentes options, OK? Les médecins n'ont pas le temps de prévenir des feux si qu'on est tous trop occupés en train de les éteindre. C'est ça, ouais. Exactement. Et donc, on a vraiment besoin d'un changement dans l'enseignement, dans la culture. Puis simplement, je pense que créer une culture de prévention en médecine où ce que la première option va être un petit peu de coaching, puis un petit peu de... On dit un cheerleader. Un cheerleader, si que les patients ont quelqu'un dans leur coin qui dit « go, 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 tu peux le faire », puis qu'on donne des recommandations personnalisées puis appropriées aux patients. T'sais, on veut tout que les patients commencent à manger du brocoli. Ben, dans le fond, c'est que le patient est comme « c'est dégueu du brocoli, j'aime pas ça ». Ben, de même, faut que tu lui recommandes quelque chose d'autre. Faut que tu vois où ce qui est rendu, puis faut que tu connaisses son alimentation quotidienne pour être capable de faire des manipulations qui créent peu de friction dans la vie des gens, hein. Je pense que si n'importe qui embarque sur un régime à base de plantes, on aurait tout un chef personnel à la maison qui peut rendre ça convenient puis délicieux, puis les gens aiment manger ça, je pense que les gens auraient peu de friction. Hein. C'est vraiment à l'encontre de la manière que les gens consomment leur nourriture tout de suite. Puis des fois, on a souvent tendance à penser qu'un régime à base de plantes, c'est plat. T'sais, on voit la salade verte sans sauce, là, mais on s'entend que quand on commence à cuisiner des aliments santé, des légumes avec du curry puis toutes sortes d'autres épices, on réalise qu'on peut se faire des plats vraiment délicieux. Fait que c'est juste une question de se mettre le nez dedans puis d'apprendre des nouvelles recettes, finalement. Là. Une question d'éducation, puis à l'unité de médecine familiale où je travaille, on a fait des plant-based potluck. Tout dans le fond, le but, c'est de prouver aux gens, regarde, tu peux manger un repas qui est, tu sais, là, puis des fois, oui, qui est bon. Puis des fois, ça peut être aussi simple que le chili que tu manges, au lieu du bœuf haché, tu vas mettre des haricots, des lentilles ou des pois chiches là-dedans. Tu sais, là. Des fois, c'est juste de manipuler les recettes que l'on connaît déjà. Puis on dit de les végétaliser. Et donc, simplement, de prendre les produits animaux là-dedans, puis juste faire des switches d'ingrédients où maintenant les ingrédients sont des plantes. OK? Il y a beaucoup de gens, on peut trouver toutes sortes de ressources sur l'Internet là-dessus, sur comment faire ça. J'ai un livre de recettes sur mon website qui est gratuit à télécharger. Mais je pense que dès que les gens apprennent à le faire, puis moi, ça fait 12 ans, que 100% de mes calories viennent de plantes entières, là, c'est des habitudes, hein? C'est juste des habitudes. Puis de changer nos habitudes, c'est pas facile. Et donc, je pense que la plupart de l'effort qu'on doit mettre est pas sur convaincre les gens que de manger comme ça est mieux pour eux autres. Les preuves scientifiques sont là. C'est de leur montrer comment, puis comment peut vouloir dire un repas plant-based par semaine, 2 repas, une journée plant-based. Il y en a qui font leur Meatless Monday. Mais Meatless Monday ne veut pas juste dire enlever la viande rouge. Ça veut dire, c'est ça, faut remplacer par quelque chose qui vient combler ces nutriments-là qu'on obtenait de ces sources-là. Mais je pense que ça vient. Je file comme si qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit.
Puis quand curiosité peut-être aussi des gens. Là, ouais. Puis les gens on en parle, les gens entendent le mot plant-based, ce que ça veut bien dire. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils vont en ligne ensuite, puis ils apprennent que plant-based, c'est des Oreos, puis des frites, puis de la Pepsi. Puis en tout cas, ma mission, c'est d'essayer de corriger ça. Lorsqu'on va sur Internet puis qu'on essaie de s'alimenter ou d'apprendre des nouvelles choses sur l'alimentation, on voit souvent des termes comme superfood, super aliment. Est-ce que vous avez des aliments chouchous vedettes que vous pensez qu'on devrait ajouter à notre façon de manger? Super. OK. So, je vais juste essayer de définir le terme superfood parce que superfood, c'est un terme qui n'est pas nécessairement accepté dans la communauté scientifique, mais plutôt un terme de marketing. Okay. Mais pour moi, qu'est-ce qu'un superfood? C'est un superfood que lorsque consommé tout seul, a des propriétés vraiment spéciales, miraculeuses ou plus que certains d'autres aliments pour prévenir les maladies chroniques. Je dirais aux gens, focus sur une super assiette, OK? Parce qu'il n'y a pas un aliment qui contient tous les macronutriments, protéines, lipides et glucides, ou micronutriments, vitamines, minéraux et polyphénols, composés phytochimiques, qui va combler tous nos besoins. Il n'y a pas un superfood. Mais si qu'on pourrait dire, OK, qu'est-ce que ça devrait ressembler à un superfood? Un superfood, c'est un aliment qui a beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, des composés phytochimiques qui nourrissent notre microbiome, qui ont des protéines puis des fibres. Puis dans les études scientifiques, ça va pas être sexy du tout, là, mais dans les études scientifiques, le groupe alimentaire qui a été le plus associé avec une augmentation de l'espérance de vie, qui est mon superfood, c'est des noix. C'est de manger des noix. Il y a des études qui montrent que de manger 2-3 poignées, demi-tasse, de noix par semaine réduit le risque de maladie chronique et prolonge la vie de n'importe quoi de 4 à 8 ans chez les gens qui le font long terme. So, je dirais superfood numéro 1, des noix. Superfood numéro 2, c'est des sources de glucides complexes, de protéines, puis grosse source de micronutriments, qui est le deuxième groupe, probablement le plus associé à prolonger la vie, c'est les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots, puis les produits à base de soya. Je sais que les gens aimeraient d'entendre, c'est des goji berries ou c'est des acai berries parce que c'est antioxydant, puis c'est anti-inflammatoire. Le nutriment le plus anti-inflammatoire, c'est des fibres. Donc, ils nourrissent le microbiome, les cellules, les bactéries, si tu veux, dans notre intestin, produisent des composés anti-inflammatoires, autant, si pas plus puissants que n'importe quel antioxydant qu'on peut consommer. So, c'est sûr qu'en troisième place, je dirais toutes les berries. Donc, les framboises, les bleuets, les mûres, les fraises, à cause de leur couleur, leur antioxydant, puis leur fibre qu'ils contiennent. Mais si les gens pourraient faire un petit changement, je dirais essayer d'intégrer plus de noix, plus de légumineuses, plus de berries, puis plus de graines dans leur diète. Puis juste ça va augmenter la teneur dans beaucoup de nutriments que les gens sont déficients là-dedans. C'est super intéressant. Je pense que je parle au nom de tous nos auditeurs et auditrices pour dire qu'on en a appris vraiment beaucoup aujourd'hui avec vous, Dr. Jules Cormier. Et pour ceux et celles qui aimeraient vous suivre, en apprendre davantage sur le sujet, on peut vous suivre sur les médias sociaux. Vous avez un podcast. Est-ce que vous voulez en parler quelques petites secondes avant qu'on se laisse? C'est ça. Je suis majoritairement sur Facebook, mais j'ai une page Instagram. J'ai aussi un channel YouTube. Puis mon podcast, le Dr. Jules Plant-Based Podcast, qui commence saison 2 samedi, qui a gagné les Plant Powered Awards pour le podcast de l'année aux États-Unis. So, j'aimerais bien ça que les gens viennent me voir là. Je suis certaine que vous vous êtes fait quelques auditeurs et auditrices aujourd'hui avec ce podcast-là. Je vous remercie tout le monde et on se dit à la prochaine.